Donc, bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation sur les services innovants en réduction des méfaits au Québec. Donc, on est vraiment content de vous voir que vous soyez en grand nombre ce matin. Comment ça va fonctionner? Bien, premièrement, on a plusieurs parties à notre présentation. Donc, il y a 5 parties au total. La première partie, bien, il va y avoir une courte introduction. Ensuite, il va y avoir la présentation des panélistes et participants de la table ronde. On va avoir la table ronde, effectivement. Et ensuite, on va prendre un court moment pour rendre hommage à Alexandra. Je sais qu'on en a beaucoup parlé hier aussi, mais c'est vraiment important pour nous de prendre le temps. Et ensuite, il va y avoir une période de questions. Donc, au niveau des présentations, bien, je vais commencer. Mon nom, c'est Bianca Desfossés. Je suis agente en réduction des méfaits pour l'AQCD. L'AQCD, c'est l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Je vais vous laisser les personnes avec moi là, se présenter. Je vais commencer avec de ce côté-là. Jean-François. Moi, c'est Jean-François Marie, je suis direction générale de Cactus Montréal. Si tu l'as qu'on me présentait un peu, qu'est-ce qu'on est comme les services rencontres. Donc, Cactus c'est un organisme qui existe depuis 1989 dans le centre-ville de Montréal. Grande université de services, donc on a bien évidemment un site fixe qui a commencé comme le premier service officiel d'accès au matériel en Amérique du Nord, mais aussi du travail de rue, un centre de jour, drop-in, plus récemment une salle d'injection supervisée, un service d'analyse de substances, un programme d'implication par les pairs, un programme spécifique avec les personnes trans marginalisées et du travail de rue, du travail de milieu aussi en hépatite C, et un programme de télémédecine avec le CHUM en théo. Donc, grosso modo, pour vous donner une idée, environ, Cactus, c'est environ 70 000 visites par année, donc environ, tout service confondu, environ 200 visites par jour. Bonjour, c'est Jacques Meunier. En fait, je suis ici pour le travail de rue de Chicoutimi. Je suis directrice générale, je suis partie depuis le J'ai quand même accepté d'être là aujourd'hui parce que, on parle entre autres des sites de prévention des surdoses. Je fais partie des personnes qui en ont ouvert un dans la région du Saguenay. Travail de rue, c'est ça. Travail de service de proximité. On fait aussi une clinique de proximité au niveau du CRD. On a des services au niveau du centre de détention à Roberval. Et on fait des cliniques aussi CIDEP au niveau du dépistage. En gros, c'est nos services. Mario Gagnon, je fais la coordination de la l'AQCD, mais aujourd'hui, à titre de directeur de point de repère en magnifique capitaine nationale de la Ville de Québec. Donc, point de repère ressemble beaucoup à Cactus. Moi, le SCS, moi, l'analyse, moi, le centre de jour. Plusieurs projets d'intervention de milieu, beaucoup de travail de rue. Des projets d'implication dans les pairs, bien sûr. On usage de régulation et de gestion qu'on va faire. On peut leur coller. On a aussi une unité mobile qui se présente dans différents quartiers de centre-ville. Puis un site fixe, là, des nouveaux locaux, en gros, je ne sais pas si on va Québec, mais il va déménager le juin. En gros, c'est ça. Oui, salut, moi je suis Yves Seguin, je suis à la direction du CIPTO, qui est le Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais. Organisme fondé en 1982 sous le nom de Shalom pour la sobriété. Fait que ça vous dit un peu le chemin qu'on a parcouru depuis. Hein, on a changé de nom en 1986, mais la réduction des méfaits est avec nous et dont influence nos actions, nos interventions depuis le milieu des années 90 environ. Et en 2016, on l'a vraiment inscrit dans notre mission. Et à partir de ce moment-là aussi, on a arrêtez de parler de toxicomanie. On trouve que c'est chargé de préjugés, d'aspects négatifs. Donc, vraiment, on se présente comme CIPTO-organisme en réduction des méfaits. Et on est en réflexion pour même un changement de nom là, dans la prochaine année. Pour notre programmation, je pourrais vous inviter à aller sur notre site web, là, mais nous aussi, on a une très grande variabilité de services, d'actions, d'interventions, fait tant de la prévention, milieu communautaire, scolaire, carcéral. On fait, bien entendu, de l'intervention en réduction des méfaits par nos travailleurs de rue, par notre site de prévention de surdose, notre site de consommation supervisée mobile qui va débuter dans quelques semaines. On a un service d'analyse de substances également. Et on fait également d'interventions plus classiques en relation d'aide où on accole la réduction des méfaits avec l'approche motivationnelle. On fait aussi plein d'autres choses que je vais vous parler plus tard là, durant la présentation.
Allô, je suis Amélie Boudon, à la direction générale du GRIP, le groupe de recherche et d'intervention psychosociale. Donc, nous, on offre des services préventifs et de réduction des méfaits dans le milieu festif, donc des festivals, petites et grandes envergures, des raves, etc. Depuis un an, on a eu la chance de pouvoir ouvrir le premier service mobile d'analyse de substances au Canada. J'aime dire ça. Donc, on offre ce service-là également dans 6 milieux festifs, mais aussi avec des partenaires communautaires sur toute l'île de Montréal. Et depuis un mois, nous sommes très fiers de pouvoir offrir ce service d'analyse de substances mobiles dans toute la province du Québec. Bonjour, mon nom c'est François Denis-Massé, je suis directeur adjoint à Pandémie ici, un organisme situé à Trois-Rivières, on est un organisme qui a vu le jour dans les années 90, qui fait partie du grand qui s'appelle Administration, qui fait partie du grand réseau des organismes qui travaillent à la lutte au VIH. On a changé de nom en 2019 pour actualiser un peu notre mission et refléter un peu plus nos services, notre mission qui a un peu évolué autour des 30 dernières années pour inclure de nombreuses actions en matière de réduction des méfaits, surtout depuis les 15 dernières années. Donc, ça s'appelle maintenant nos services incluent entre autres du travail spécialisé en réduction des méfaits. Donc, on a beaucoup de la population, majoritairement de la population du territoire de Trois-Rivières. On offre aussi des services de formation, de sensibilisation un peu plus loin en région, une très grande région, qui est un peu plus difficile à couvrir en matière de travail de proximité. On a aussi des liens avec les services traditionnels de la région, une trajectoire de dépistage et de traitement du VHC à l'intérieur de l'établissement. On a récemment acquis aussi une unité mobile d'intervention pour offrir des travails de proximité dans le la MSO aussi avec des services de dépistage qu'on a aussi dans nos murs de notre site fixe. Maintenant, les unités mobiles, on est capable de les localiser et d'aller vraiment chercher les personnes dans la communauté. On a aussi récemment un projet qui, en matière de réduction des méfaits qui l'approche par les femmes. Donc, pour faire des interventions sur le terrain, distribuer du matériel et faire de la sensibilisation auprès une population qui autrement on n'arriverait pas à les rejoindre, même à l'aide de notre projet. Merci beaucoup. Il y a 68 personnes qui sont en ligne aussi avec nous. Là. On est dans la salle, mais il y a 68 personnes. Donc, je vais juste demander aux panélistes, aux participants, chez vous, à la fin pour la période de questions, de parler plus fort, parler assez fort pour que les personnes aussi puissent entendre et participer également à l'écoute de la table ronde. Donc, ça parfait, ça vous convient. De ce fait, on va commencer là, parce qu'on a quand même 6 questions à couvrir pour la table ronde. Écrivez vos questions. On veut vraiment avoir des bonnes questions à la fin. Donc, on va vous inviter, quand ça va être la période de questions, à vous poser vos questions. Donc, on va commencer. Vous êtes prêts, gang? Avec la première question. Donc, la première question de cette table ronde, c'est qu'est-ce qui amène les groupes communautaires en réduction des méfaits à innover? En fait, d'abord, le principe de base, je pense qu'il est dans notre nom. En tant qu'organisme communautaire, on existe essentiellement pour répondre aux besoins de notre communauté. Donc, c'est essentiellement les besoins de cette communauté-là qui vont être le début, le déclencheur en fait de cette volonté d'innover, de partir de nouveaux services, de nouveaux programmes, de nouvelles initiatives, ou de réorienter. Parfois, l'innovation aussi, c'est dans le renouvellement de quelque chose. Et cette innovation-là, elle est essentiellement motivée par les enjeux, les défis, les complexités, les problèmes qu'on constate au sein de notre communauté, donc les gens qui fréquentent directement nos services. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent cette innovation-là dans le milieu communautaire, elle va prendre des visages différents, dépendamment du milieu dans lequel elle va se développer. Donc, ce n'est pas parce qu'on innove en partant un service d'analyse de substances à Cactus qu'un autre groupe dans un autre secteur ne va pas innover en partant un programme d'analyse de substances, par exemple. Parce que la nature, le détail, la manière dont le service va se réaliser va être différente d'un contexte à l'autre. Mais en arrière de tout ça, par rapport à cette observation-là des besoins aussi, il faut quand même considérer que souvent, en réduction des méfaits notamment,
cette innovation-là, elle vient en réponse à ce qui vient conditionner l'usage de drogue. Et essentiellement, c'est le contexte légal de prohibition dans lequel l'usage de drogue s'insère. Puisque les principales conséquences négatives reliées à la consommation de substances qu'on constate, je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau pour tous ceux qui sont dans le milieu de la réduction des méfaits ici, c'est les conséquences reliées à la prohibition des drogues. Et donc, dans cette innovation-là, on est souvent placé dans une posture où la principale barrière aussi à cette innovation-là va être des enjeux légaux, réglementaires, juridiques. Et ce moteur de l'innovation-là, ça vient changer par rapport à d'autres milieux en santé et services sociaux, c'est que souvent, ce qui va être en amont de services officiels, ça va être des services officieux, et souvent illégaux. Ça a commencé comme ça pour l'accès au matériel de consommation, ça a commencé comme ça pour les salles de consommation supervisées, ça a commencé comme ça pour l'analyse de substances. Tous ces domaines-là qui maintenant sont reconnus, font partie d'initiatives soutenues par les pouvoirs publics, donc qui s'insèrent dans le critère de l'égalité dans lequel autant les services du réseau que les services communautaires doivent s'insérer, mais ça a commencé par un volet illégal, bien souvent. Le safe supply existe déjà au pays de façon illégale, alors qu'il n'est même pas à l'étape de schéma dans les trucs officiels, parce qu'on est encore dans du médical, dans le safe supply au Canada, alors que des programmes de safe supply officieux existent déjà depuis plusieurs années. Et probablement que dans quelques années, les pouvoirs publics vont intégrer ces fonctionnements-là pour que ça devienne, espérons-le, des programmes communautaires qui répondent aux besoins de nos populations. Mais ce schéma-là d'innovation au travers de systèmes officieux portés par des membres de notre communauté qui portent tous les risques légaux et qui souvent se font arrêter pour le faire, pour ensuite être récupérés et deviennent des services officiels portés par des organismes communautaires. Mario? Jean-François, on est toujours dans l'arbre de ces choses-là, mais je m'amènerais peut-être à la base, c'est la consultation pour les personnes ou l'observation par rapport à des comportements ou des problématiques qui émergent dans une communauté. Souvent, effectivement, sur une ligne qui dérange, sur une ligne à laquelle on a fait un enjeu pour mettre aussi en place, mais dans cette réflexion-là, portée par l'identification des personnes qui font usage. Je dirais beaucoup, en tout cas, je fais le bout peut-être en innovant sur le bout de l'opération, mais la hiérarchisation aussi des besoins en fonction des problématiques présentes. Je me plais beaucoup à réfléchir où, à la naissance de mon repère, le VIH était la cause pour tout le monde qui occupait, nous obsédait, qu'on développait. Est venu l'hépatite C avec des taux endémiques de 80 %. On a comme occulté presque le VIH à certaines époques où on était submergé à faire de problématiques de l'hépatite C. Et là, je voudrais parler sur dose puis des situations de précarité en itinérance où on occulte à l'heure actuelle. Chez nous, on a besoin de parler d'hépatite C maintenant et de VIH parce qu'on a plein les bras, sinon plein d'autres choses par rapport à la situation des effets pervers de la consommation, de l'utilisation des drogues actuelles, mais aussi parler des décès et des surdoses dans le cas. Mais en fait, c'est ça, c'est vraiment la demande qui est faite par nos personnes, mais aussi, pour ma part, des travailleurs de rue, qu'est-ce qu'ils observent sur le terrain? C'est vraiment important. Et qu'est-ce qui nous est ramené par nos partenaires? Si on prend, moi je vais prendre plus au niveau là, du début du SPF, quand on parle de 2018-2019, on parlait déjà de problématiques au niveau des opiacés dans l'organisme. On parlait déjà de pouvoir ouvrir un service de ce type-là. Mais là, je vous rappelle que je suis au Saguenay, 65 000 habitants, puis c'est pas tout le monde qui y croit. La réduction des méfaits, il faut la vendre, il faut la travailler. Dans le fond, à ce moment-là, nous, il y avait déjà un comité là, qui s'appelle le CAPO qui était ouvert, Comité d'action de prévention aux opioïdes. C'était une mobilisation des pharmaciens qui avait eu lieu parce qu'ils vivaient différentes situations de vol en pharmacie des opioïdes. À ce moment-là, on avait déjà, ça serait important qu'on ouvre un peu nos oreilles et qu'on construise des choses différentes. Il faut qu'on sorte du cadre. En tant qu'organisme, c'est pour ça qu'on innove. On veut répondre aux besoins, mais on veut sortir du cadre. Nos personnes utilisatrices ne vont pas nécessairement dans les services qui sont réguliers, ils ne vont pas nécessairement au CRD ou ailleurs. Comment on fait pour les raccrocher au système, parce que c'est souvent dans la rupture sociale, comment on fait pour les raccrocher au système et les amener à aller voir ces services-là. C'est que cette année-là, on a ouvert la clinique de proximité dans nos bureaux. C'est le CRD qui met directement chez nous, qui vient à
ils viennent directement chez nous et on offre des services en partenariat. On a vite observé une augmentation dans l'organisme du matériel de prévention distribué. Quand je suis arrivé, on parlait de 30 000, 50 000, 30 000, 40 000, 50 000. Pour finir en 2020, depuis la pandémie, il y a 98 000 seringues données dans l'organisme, ce qui est énorme pour le secteur Chicoutimi. Fait que là, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Les médias se sont mis de la partie parce qu'on avait une trentaine de sites à ciel ouvert où les seringues traînaient. Ça fait que le travail dure, une trentaine, eux en ont juste trouvé 3. Moi, je vous dis qu'on avait une trentaine. Ça fait que, nous, on allait ramasser ces seringues-là jour après jour de façon quotidienne. Puis on se disait, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on innove, il faut qu'on ouvre des services différemment. Et de là, puis là, on va aller dans les autres questions tantôt, mais de là qu'on a contacté nos partenaires, puis qu'on est allé voir bien, comment on peut innover, comment on peut avancer dans quelque chose qu'on y croit, même si on n'était pas nécessairement prêt à ce moment-là, parce que nous aussi, on venait d'acquérir une maison, on était en travail, puis je regarde Christina, on achetait des unités mobiles d'intervention dans notre région. Ça fait que, on n'était pas prêt, on visait ça pour dans 5 ans. Chose qu'on a ouvert en 2021. Merci. On va passer à la deuxième question de la table ronde. Donc, quels processus ont permis ces innovations? D'abord, le principal frein, c'est le fait de se lancer. Hein. C'est ça le plus dur, hein, souvent, c'est parce qu'on le sait que la route va être longue, parfois au-delà de 10 ans pour arriver à développer un service. Ça demande du courage pour se lancer au départ. Puis surtout quand on voit la somme d'embûches, quand on regarde, tu sais, Mario, hein, tu es là-dedans, c'est avec les salles de consommation supervisées. Au début, tout conspirait pour qu'on soit incapable d'ouvrir ces services. La loi, même des jugements en Cour suprême qui pendaient au-dessus d'Insight pour arriver à se maintenir ouvert, etc. Et ça aura pris au-delà de 12 ans. On a de voir les premiers services au Québec qui ouvraient. Et il faut se lancer à un moment donné, parce que ce délai-là de développement, il va exister. Bon, des fois, ça arrive plus rapidement, des fois moins, mais si on ne se lance jamais, on n'y arrivera jamais au bout. Et ça, c'est un peu ça. Et c'est pour ça, je pense, que le milieu communautaire est capable d'innover, parce que ce courage-là, organisationnel, de se lancer dans des combats perdus, là, un peu les Don Quichotte de ce monde-là, ben, c'est un peu une de nos caractéristiques. C'est des profils qu'on retrouve beaucoup dans nos organisations, ce profil de Don Quichotte, les causes perdues. Je pense qu'on est pas mal des experts des causes perdues. Et en général, des fois, on les gagne, ces causes perdues-là. Donc, mon premier aspect, ce serait de se fixer. Et parfois, ça devient comique parce qu'on se lance, on fixe des dates d'ouverture, mais pour les SIS, pendant 10 ans, on a fixé des dates d'ouverture qu'on n'a jamais respectées. Mais c'était nécessaire pour maintenir notre monde mobilisé avec une échéance. À un moment donné, on ne peut pas dire on va ouvrir dans 10 ans. Donc, on fixait des dates d'échéance et c'était très drôle de les révisiter systématiquement. Et de la latitude aussi. Deuxième aspect, c'est la latitude. Parce qu'on vit dans un univers de financement par projet, de stratégie très pointue, et on manque cette latitude-là. Donc, pour une organisation, c'est de trouver des moyens, au travers de ce contexte néfaste-là, de se doter d'une certaine latitude et de saisir les occasions financières notamment qui nous permettent d'avoir cette latitude-là pour faire du développement. C'est sûr que ce n'est pas facile parce que quand il y a des appels à projets qui sortent, si on regarde notre site fixe à Cactus, je disais qu'il avait ouvert en 89, mais quand même depuis 89, on est financé par du financement ponctuel. C'est-à-dire qu'on n'a aucun financement récurrent pour le principal site fixe au Québec et les autres sites fixes ailleurs. On fonctionne sur du financement ponctuel depuis 30 ans. Donc, quand on parle de développement et qu'on est obligé de faire survivre nos services avec du financement ponctuel, c'est très difficile de penser arriver à le faire avec des programmes réguliers. Et donc, ça veut dire grappiller, faire des réserves et se doter d'une certaine latitude pour pouvoir faire ce développement et avoir les moyens de faire les préétapes de développement, chose qui n'est jamais couverte par nos bailleurs de fonds. Ces préétapes-là de développement, pour quiconque aurait travaillé, par exemple, dans le milieu du logement communautaire, dans le logement, on paye le développement. Le développement est financé. Dans nos domaines, le développement, on est des bénévoles du développement. Alors que la valeur sociale de ce qu'on fait, elle est quand même assez énorme, mais les pouvoirs publics ne reconnaissent pas la nécessité de soutenir le développement dans nos organisations. François-Xavier.
Pour nous, en fait, notre réalité en Mauricie, à la base, c'est comme je mentionnais tantôt, on est un organisme spécialisé en prévention des ITSS. Ça fait en sorte qu'on a développé vraiment une relation privilégiée avec la population de notre région. Juste parler plus fort, s'il vous plaît. À la limite, ça devrait être stratégique. Oui, mais on n'aura pas le choix parce qu'il y a quand vous allez prendre la parole, je vais vous demander d'avancer plus proche. Je suis désolée, ils sont 22 ceux qui sont en ligne, il n'y a pas le choix. Donc, je vais reprendre dans le fond, comme je mentionnais tantôt, notre mission en Mauricie, à la base, on a une mission en prévention des ITSS. Ce contexte-là, où on fait du travail de proximité spécialisé, a fait en sorte qu'on a développé vraiment une relation privilégiée avec la population UDI de notre région. Et cette proximité-là avec la population, avec notre volonté vraiment d'être à l'écoute à travers différents processus, que ce soit l'inclusion des personnes qui utilisent les services, notre utilisation d'approche par les pairs, l'utilisation de focus group, a fait en sorte qu'on a vraiment, on essaie vraiment de maintenir en fait une relation très proche, puis d'être vraiment au courant des besoins, de leur réalité, de ce qui se passe. Ça nous permet d'être à l'affût vraiment de ce qui se passe chez nous. Et parallèlement à ça, on a une des forces du communautaire qu'on développe vraiment de notre côté, c'est la qualité de nos liens associatifs, qui fait en sorte qu'on reste vraiment à l'affût de ce qui se passe à l'extérieur, qu'est-ce qui est fait dans les autres régions, qu'est-ce qui est fait ailleurs au Canada. Puis souvent, c'est des initiatives qu'on observe à l'extérieur, mais qui ne sont pas nécessairement disponibles chez nous encore. Même si on voit qu'il y a un besoin du côté de nos populations, souvent, il faut attendre qu'il y ait un bon timing, soit au niveau du financement, soit au niveau de l'acceptabilité publique de ces projets-là. Il y a une question de timing, mais pour nous, vraiment, les processus qui sont derrière notre capacité de mettre en place ces projets innovateurs-là, c'est vraiment à la base la proximité avec la population, puis la qualité des liens associatifs qui existent au communautaire, qui nous permet vraiment de rester à l'affût de ce qui est fait au niveau des approches, au niveau des différentes initiatives. Puis ensuite, une question d'attendre le moment propice puis que les financements puissent découler pour qu'on puisse mettre en place ces projets-là. Merci. Chanique? C'est un peu la même chose, en fait, au niveau des liens. Moi, je trouve ça important de mettre tout le monde qu'on peut mettre dans la zone dès le départ. En fait, on a une idée qui émerge, on observe les besoins, les gens sont consultés, on a fait aussi des focus group chez nous. Mais on est allé s'asseoir aussi avec nos partenaires, sur santé publique, les policiers, vraiment voir, on est allé même aller chercher l'association des commerçants du centre-ville parce que bon, le principal problème réalité se situe au centre-ville. C'est vraiment de s'asseoir tous ensemble pour voir sur quoi qu'on est prêt à travailler, puis c'est quoi les limites de chacun, puis les zones de confort de chacun. Ça a été important de le faire. Une des stratégies dès le départ que nous, on a utilisées, c'est les médias. Tantôt, je vous ai dit, les médias, ils ont découvert qu'il y avait des sites à ciel ouvert dans notre secteur. Les médias, on est retourné les chercher, puis le but de ça, puis à ce moment-là, le focus group était même pas fait, on ne savait même pas si on allait ouvrir en mobile ou en site chez nous, dans l'établissement. Ce que je voulais faire, moi, à ce moment-là, c'était faire ressortir, c'était quoi les boucliers qui allaient être levés par la population. Je savais que certains secteurs d'autres régions avaient vécu une fermeture par rapport à la population. Ça fait que moi, je voulais vraiment, avant d'entreprendre toutes mes démarches, voir c'est où ça va bloquer dans mon processus. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Finalement, ça a vraiment bien été. C'était surprenant. On n'a pas eu grand levé de bouclier, puis même que les gens se répondaient dans les commentaires. Puis ça, j'ai trouvé ça super beau de voir ça. Et quand il y avait un commentaire négatif qui sortait, il y avait 2 ou 3 citoyens qui répondaient eux-mêmes au commentaire négatif. Puis ça a vraiment fait un effet boule de neige. En fait, c'est que les gens nous demandaient quand est-ce que vous allez ouvrir? Comment vous voulez le faire? Let's go, fait que c'était vraiment très positif. Puis les autres partenaires, comme je vous disais, le SUS santé publique, tout le monde était prêt. En fait, tout le monde était favorable par rapport au projet au Saguenay. Ça fait qu'on a été capable d'avancer vers ça. Sinon, la hausse des surdoses, pour nous, a été une problématique parce qu'on nomme au effort qu'on a une hausse des surdoses. Mortelle ou pas mortelle, peu importe, c'est pas grave, on parle d'hausse des surdoses. Nous, dans notre région, on n'est pas capable d'avoir accès aux réels chiffres. Ça fait que quand c'est important pour nous de démontrer la réalité, on est capable de démontrer la réalité du travail de rue avec nos partenaires, on est capable de démontrer la réalité au niveau régional parce qu'on est 5 organismes en travail de rue.
Mais quand on demande des faits au niveau des admissions à l'hôpital, ben, nous, on n'a pas accès à cette information-là. Là, ça devient plus difficile de démontrer ces chiffres-là. On a utilisé beaucoup notre clientèle pour savoir, bon, notre clientèle, puis aussi notre distribution là, de naloxone, combien on en sort de l'organisme, qu'est-ce qu'on sait qui s'est passé au travers de notre communauté. Fait que c'est vraiment des points importants à mettre en place, mais qui ont été quand même plus difficiles à ce niveau-là. Merci. Yves, est-ce que tu veux changer de place pour être Non, c'est correct, je vais ça va? fort. Je veux mettre l'accent sur le partenariat. J'allais bien en parler, là, mais pour nous, dans le processus, là, pour un projet innovant, je vais prendre l'exemple du site de prévention de surdose qu'on a mis en place pendant la pandémie dans le secteur Hall, dans la grande ville de Gatineau. Nous, c'est pas all right, le CIPTO, le seul organisme en réduction des méfaits avec le bras, qui est plus au niveau ITSS en Outaouais. On va foncer tout ça. Bien entendu, l'importance du partenariat avec le communautaire, oui, hein, dans ce cas-ci, avec les ressources d'hébergement d'urgence qui avaient réquisitionné un aréna pour le surplus de personnes en situation d'itinérance visible, etc. Donc, de travailler tout le monde ensemble du communautaire, mais aussi l'institutionnel. De voir avec la santé publique, voyez-vous la difficulté que nous avons avec le nombre de surdoses, avec le nombre de visites à l'urgence suite aux surdoses, les morts, etc. Bien, on était tous d'accord, mais ça, c'est dans le partenariat. Et le premier partenaire le plus important, ce sont les personnes qui vivent la situation problématique. Donc, quand on a décidé qu'on allait d'abord mettre une tente, après ça, une là, puis bientôt un site plus fixe là, pour un site de prévention de surdose, bien, tous ces gens-là étaient assis autour de la table. On n'a pas fait ça tout seul dans notre coin en disant c'est nous autres qui a l'idée, c'est notre travailleuse de rue qui a l'idée. C'est vraiment tout le monde ensemble qui a dit OK, nous, on avait parti un projet qui s'en venait à notre site de consommation supervisée mobile. On l'a juste transformé en SPS. On était appuyé par des APPR de la santé publique, par des médecins de la santé publique, incluant la direction. Donc, ça, pour nous, c'est essentiel. Mais c'était aussi des personnes qui nous disaient hey, ça ne peut pas être juste une place pour s'injecter. Il faut absolument, excusez-moi, il faut absolument qu'il y ait une place pour inhaler, pas fait. Ah, OK, oui. Puis comment, mais là, on sera passé, il n'y aura pas d'intervenants. Ben, eux autres ont dit, nous autres, on va être là. Donnez-nous une formation, puis on va être là. Donc, c'est comme ça, donc vraiment la formation. C'est pas se dire, ah, toi, t'es juste un père, on va te mettre dans le cours. Non, un père, okay, on va te former à la réanimation cardio-vasculaire. Tu vas être là, tu vas être présent. Donc, tout ça, pour nous, est essentiel dans le processus d'innovation. Pas juste à la fin où on implique les gens, où on arrive avec notre projet à santé publique en disant voici notre projet, on veut du cash. Non. Ils ont réfléchi au projet avec nous, le communautaire également, parce que c'était qui les utilisateurs du SPS en premier lieu? C'était les gens qui étaient dans les centres d'hébergement, qui étaient autour. Donc, quand on a dit OK, on va ouvrir de telle heure à telle heure, ils ont dit non, le matin, il y a du monde en craving. Pouvez-vous ouvrir aussi le matin, pas juste de 5 heures le soir à 1 heure du matin, mais aussi essayer d'ouvrir entre 8 puis midi, puis 4 puis minuit. C'est ça qu'on veut faire. Donc, c'est l'aspect du partenariat qui est très, très important pour nous dans un processus là, de mise sur pied d'un projet innovant comme un SPS. Merci. Ça nous amène à la troisième question. Quelles sont les barrières qui empêchent l'innovation selon vous? On va commencer avec Magali. OK, les barrières. Les deux affaires que je voudrais ramener ce matin, peut-être, c'est le manque de confiance et le manque de soutien. Par rapport au manque de confiance, je pourrais en parler à 3 niveaux. Donc, c'est le manque de confiance, mettons, avec les niveaux institutionnels, avec les réseaux et bailleurs de fonds. Mais ça, je me permettrai de vous en reparler peut-être un peu plus tard. Je voudrais plutôt souligner le manque de confiance qu'on peut ressentir dans nos propres équipes aussi.
Partir un service innovant, c'est pour un organisme une réelle prise de risque, mais pour l'intervenant qui va être donc en première ligne, ça en est une aussi. C'est beaucoup de brouillard, c'est très peu de protocoles et très peu de cadres au départ. Et ça prend littéralement une certaine confiance, oui, en l'organisme pour lequel tu travailles, mais aussi en ta propre équipe et au soutien que tu peux recevoir. Je sais que ça paraît un peu banal, mais dans la chance que j'ai eue de pouvoir être sur différents projets d'innovation, la barrière que j'ai trouvée, le défi que j'ai toujours trouvé le plus fort, c'était que l'équipe embarque en fait là-dedans, même s'ils reconnaissaient le besoin et que le service pouvait y répondre. Ce premier pas-là, c'est un réel défi pour un gestionnaire. L'autre niveau du manque de confiance que je voulais parler, c'est par rapport aux utilisateurs du service. Dans les milieux festifs dans lesquels le GRIP agit, ça faisait des années, si ce n'est des décennies, que cette communauté-là demandait l'analyse de substances, a été plus que prête au moment où on est arrivé à nous accueillir et à nous utiliser. Ceci étant dit, on est quand même dans une société répressive quant à la consommation et on s'est souvent... ça prend du temps pour que la confiance s'installe avec nos utilisateurs parce qu'à quelque part, comme tout un tas de services innovants, la répression finalement pousse peut-être nos communautés à éviter l'arrestation plutôt que l'adoption de nouvelles pratiques, par exemple. Pour le manque de soutien, hier matin, pour ceux qui avaient la chance d'être là, on a eu un discours d'introduction d'une madame dont j'ai oublié le nom, je ne sais pas si elle est présente, une madame qui nous faisait un peu le bilan là, des 4 dernières années, puis les défis qui s'en venaient, très inspirants en introduction. Puis elle parlait à un moment donné, et elle était fière d'annoncer le fait qu'ils avaient mis en place des structures de soutien pour les gestionnaires. Moi, quand j'ai entendu ça, j'étais comme « oh, waouh !» Quelle magnifique initiative. C'est exactement une des affaires qui, pour moi en tout cas, m'a manqué au départ de lancer un projet innovant, c'était ces structures de soutien. À un moment donné, je me suis retrouvée donc avec un projet il y a quelques années d'innovation d'une clinique médicale. Puis là, je croise dans une de ces sommets et conférences, je croise Dr Goyer, qui n'est pas là, je pense, et Dr Goyer qui me dit « Ah, Magali, c'est super votre initiative, là, vraiment, c'est super ce à quoi vous répondez. Ce qui est dommage, c'est que dans 5 ans, vous fermez parce que vous n'êtes pas soutenu par le réseau. » Moi, j'ai été excessivement insultée à ce moment-là. J'ai haï Dr Goyer 2 minutes. Comment oses-tu être aussi pessimiste? Avec les années, Dr Goyer m'a fait réfléchir. Ça m'est toujours un peu resté cette phrase-là, parce que je trouve que c'est très en lien avec cette idée de la structure de soutien finalement, parce que quelque part, malheureusement, elle avait un petit peu raison sur une petite partie de l'affaire, mais elle avait un peu raison sur le fait que sans ce soutien-là, finalement, je citerai un poète dont j'ai oublié le nom, qui dit à un moment donné, on s'insurge quand on est finalement déterminé à ne devenir qu'une fleur quand on souhaite devenir un arbre. Ça aurait mérité d'avoir son nom. Hein. C'est exactement ça qu'on peut ressentir avec notre projet innovant. C'est une belle fleur, mais voilà, on n'aura pas la suite. Merci Magali. François-Xavier? Nous, dans le fond, une des barrières à l'innovation qu'on vit dans notre région, c'est la grandeur du territoire. La grandeur du territoire fait en sorte, en fait, que quand on considère tout le temps que ça peut prendre pour s'implanter dans une communauté, développer du travail de proximité, développer une proximité avec les populations plus vulnérables, c'est quelque chose qui est un peu impensable, en fait, dans une région qui est grande comme la nôtre ici. La réalité aussi de la région fait en sorte qu'on, des fois, il y a certains projets qu'on va voir à l'extérieur dans des centres urbains qui, pour nous, ne se traduisent pas de la même façon. Tu sais, pour nous, par exemple, quand on est à la recherche d'une personne qui est en situation d'instabilité résidentielle, la personne ne se situe pas à quelques coins de rue. Ça se peut qu'elle soit dans le bois, ça se peut qu'elle aille faire un petit détour avec tes raquettes ou aller la chercher dans des zones de campement un peu plus reculées. Donc, il y a une réalité régionale, il y a une réalité qui n'est pas la même, qui fait en sorte que ça peut être une barrière des fois à l'implantation de certains projets qu'on peut voir à l'extérieur. Ça nous demande beaucoup d'adaptation pour les mettre en place.
Et donc, d'être vraiment au fait des besoins de la population et de notre réalité, puis d'être capable de vraiment user de créativité pour les adapter, ces projets-là, pour pouvoir les implanter. Toujours dans l'attente aussi qu'il y ait un bon timing pour pouvoir avoir du financement à les mettre en place. Donc, dans l'entre-deux, on essaye vraiment en fait d'innover comme on peut. Ça peut être de prendre des ententes avec les personnes. Si on parle par exemple de sites de prévention des surdoses dont on n'a pas encore, ne sont pas encore présents dans notre région, même si on aurait besoin d'avoir un local, on aurait besoin d'avoir un service comme ça. En attendant, pour prévenir les surdoses, on va faire des ententes particulières avec les personnes, demander les clés. Les personnes, en fait, veulent nous remettre les clés, on fait une entente avec eux. Ça peut vouloir dire qu'on va faire des visites quand on n'a pas de nouvelles pour s'assurer qu'ils sont en santé, que tout se passe bien. Donc, ça nous demande d'ajuster un peu nos services, notre type de pratique pour être quand même capable d'agir en réduction des méfaits dans notre contexte. Merci. Jannick? Je vais faire un pont un peu là-dessus. Nous aussi, au niveau de Saint-Saint-Jean, la région, c'est comme de Chicoutimi à Québec. C'est quand même assez très large. C'est difficile qu'on ouvre les mêmes services ou en tout cas qu'on les déploie de la même manière d'un secteur à l'autre. C'est impossible. On a ouvert à Chicoutimi, mais le service serait aussi important si on regarde la Roberval d'Olbeau, qui est à 2 heures de route. Ça fait que c'est pas évident. Par contre, on s'est concentré ensemble pour essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut offrir pour la clientèle qui est plus loin de la région, qui ne sont pas prêts à ouvrir les services. On regarde pour faire une espèce de site en ligne là, au niveau de la consommation. On n'est pas rendu à le développer encore, mais on y réfléchit. C'est toujours comment innover, justement, comment on va trouver le moyen de rejoindre toute la population dans une région qui est très grande. On parle de ville, milieu urbain, mais qui a plein de milieux ruraux aussi. Ça fait que la clientèle n'a vraiment pas le même niveau de service, tout dépendant de ce qui se situe. Sinon, une des barrières, moi, dans l'ouverture du SPS qu'on a vécu, c'est la méfiance à la clientèle, malgré le fait qu'on les avait consultés. Malgré le fait qu'ils nous nommaient qu'ils avaient besoin du service, c'est quand même illégal au niveau de la consommation, on s'entend. Ça fait que pour eux, même si on a des permis, des dérogations, même si on met tout en place pour répondre aux besoins, le départ du SPS a été difficile. Il était très méfiant. Il se demandait si elle allait être interceptée en s'en il se demandait si les policiers allaient faire des tours sur place. C'était beaucoup de questionnements. Ça fait qu'il a fallu vraiment démystifier tout ça avec eux, expliquer comment on fonctionnait au complet. Ça fait que même si on a des liens avec eux dans plein de services, ce service-là a été plus contesté au niveau de la clientèle là, par rapport à leur confiance. Yves? Oui, parfois, c'est très macro, hein, les barrières. Bon, Jean-François l'a nommé tout à l'heure, hein, l'aspect légal, les lois. Des fois, c'est le manque de financement, des fois, c'est les ressources humaines, des fois, c'est les locaux, des fois, c'est les préjugés et le pas dans la cour. Les raisons derrière là, les barrières, il y en a plusieurs. Il y en a auxquels on peut s'attendre, d'autres qu'on ne peut pas. Hein. Je veux dire, qui aurait cru que l'ordre des chimistes viendrait empêcher de faire du service d'analyse? Je ne savais même pas qu'il y avait un ordre des chimistes. Donc, ça peut être vraiment angle mort également. Donc, il faut vraiment être capable. Mais ça peut être aussi la rigidité, où on a toujours fait ça comme ça. Hein? Que ce soit les partenaires, que ce soit ceux qui vivent la situation. On a toujours été comme ça, fait qu'on continue. Fait que ça met une barrière peut-être en partant de ne pas être capable d'innover comme tel. Le manque, bien entendu, de vision court, moyen, long terme, hein, d'être pas capable de se virer rapidement de bord. Ça, pour nous, c'est un frein à l'innovation. Des fois, c'est pour toutes ces raisons-là. Un exemple que j'aimerais donner, qu'il faut faire en sorte que même s'il y a des barrières, il ne faut pas lâcher. Nous, on a un point de service qui s'appelle le Lab, qui est un lieu d'intervention par les arts. Et quand on a voulu ouvrir ça, parce qu'il y avait des jeunes de la rue qui ne partaient plus pour Montréal, ne traversaient même plus la rivière pour aller à Ottawa, mais restaient dans le centre-ville de Hull, sur de Gatineau, et quelques-uns s'injectaient. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Ils nous ont demandé une place pour nous autres. On a dit, ah ouais, OK, une place pour nous autres. Ben, il a fallu trouver un local. Oh mon Dieu, un local où la gang voulait jouer des drums, voulait jouer, on s'entend. C'était pas évident, mais le financement non plus, avec l'intervention par les arts. Oublie ça, la santé, services sociaux, oublie ça, même le programme fédéral au niveau de l'itinérance, hein, combien de pourcentage d'itinérants. Mais il a fallu aller voir, cogner une porte où il y avait un fonds innovation.
Et ça, cette barrière-là de financement pour l'innovation, elle n'est pas là. Dans ce cas-ci, Centrale Outaouais avait un fonds d'innovation dans le temps, ils ne l'ont plus maintenant, parce qu'ils ont tellement de demandes d'organismes qui veulent du récurrent, qui n'ont plus ce fonds-là. Mais ça, pour nous, c'est une barrière qui n'a pas là, de l'espace d'argent pour partir ces projets-là. Ça, pour nous, c'est une barrière. Merci. Je vais juste répéter pour les personnes qui sont en ligne parce qu'il y a des questions qui rentrent de dire que ça va être à la fin qu'on va répondre à vos questions, autant dans la salle qu'en ligne. C'était juste pour répéter parce qu'il y a des questions qui rentrent. Ensuite, quatrième question, quels sont les facilitateurs que vous avez mis en place afin de mettre sur pied de tels services? On va commencer avec Magali. Merci. OK, avec plusieurs facilitateurs. Je dirais, je vous ai parlé avant ça au niveau des obstacles, cette idée de prise de risque. Donc, à l'inverse, vous aurez bien compris, un des facilitateurs, c'est quand vous avez toute une gang autour de vous qui est prête à prendre ce risque-là. Et quand, pour le coup, pas juste au niveau interne, mais également avec des partenaires. Nous, on est avec l'implantation de services d'analyse de substances au Québec, où heureusement que nous étions plusieurs aussi à partir de ces initiatives-là. Ça reste très facilitant. L'argent, mais je n'élaborerai pas là-dessus. Des attentes réalistes aussi et un autre rapport au rythme. Il faut savoir accepter au départ la lenteur de la mise en place du projet. Ça a été dit aussi par mes collègues, mais la patience. Nous autres, au GRIP, on a lancé un projet innovant en plein COVID. C'est déjà lent en partant, mais là, on était face à une double crise de lenteur en tant que telle, mais on a décidé de le prendre de façon positive, puisque le moment où on a pu starter ça, on était prêt, puis vraiment prêt. On a choisi de maximiser cette lenteur-là. Puis, à contrario, ce qu'on vit en ce moment et depuis quelques mois, depuis cet été, c'est la vitesse à laquelle peut complètement partir un projet innovant, alors que ça fait des mois que tu attendais juste ça, puis là, d'un coup, du jour au lendemain, il faut que tu t'adaptes comme ça. Puis là, encore une fois, je reviens au niveau de la gestion interne. Tu peux complètement brûler une équipe avec cette espèce de double rythme qui arrive. Et tu as tellement attendu longtemps, un peu dans ta cage, que quand tu vois que ça avance, tu n'as plus d'envie, c'est de faire un sprint. Mais tu vas griller tout le monde, donc toi-même en général, si tu vas dans ce sprint-là. Fait que c'est vrai que nous, on essaye, même s'il y a plein de portes qui s'ouvrent, de se dire il faut garder un rythme un peu étapiste à quelque part dans la mise en place de cette innovation-là. Il faut se donner le droit à l'erreur, la place pour faire des ajustements. Il faut également donc un leadership fort pour faire face à l'adversité. Un leadership fort, ce n'est pas forcément de forme dictatoriale. Je citerai cette fois-ci un capitaine de bateau. Donc, il dit, dans ton bateau, dans le fond, le capitaine pointe du doigt la lune ou la côte à venir, mais le gros de sa job, en fait, c'est que ni son équipe, ni finalement son bailleur de fonds ne regarde son doigt. Je vous laisse méditer là-dessus. Ça fait une main, OK. Je m'attendais pas à ça. Yes. Pour nous, dans le fond, puis je refais un peu un clin d'œil à ce qui a été mentionné tantôt. Les principaux facilitateurs, vraiment, ça va être la qualité en fait de nos liens associatifs. Le communautaire est très proche des communautés, est très au courant des besoins, de ce qui est vécu, qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup de projets comme ça qui fleurissent un peu partout. Donc, vraiment, le fait de rester en contact avec nos partenaires, de développer des liens proches, d'échanger, d'être à l'affût de comment que les choses ont été faites, par quel processus ils sont passés, c'est quoi les démarches qui ont été faites, les sentiers qui ont été battus auprès des bailleurs de fonds, auprès des organisateurs communautaires ou de la santé publique en général. C'est vraiment des choses qui sont des facilitateurs, pardon. Mais il y a aussi vraiment le fait d'être bien implanté dans sa communauté, d'être un acteur de premier plan, qui fait en sorte que nous, dans notre cas, en tout cas particulier, on a développé vraiment une relation de confiance mutuelle avec nos APPR, notre santé publique, nos gestionnaires du CIUS, qui fait en sorte que quand il y a des financements qui vont descendre, quand il y a des occasions qui vont se présenter, on est interpellé, puis on est capable, nous, de parler de nos besoins,
les besoins qu'on a pu récolter dans nos communautés, mais aussi des idées novatrices qu'on observe chez nos partenaires autour qui font en sorte qu'on est capable de créer une rencontre finalement, de mettre en place ces projets-là chez nous. Mais de vraiment travailler sur ces collaborations-là, ça fait en sorte que quand les occasions se présentent, les choses sont déjà, les éléments sont déjà présents. Merci. Jannick? Ben, même chose au niveau des facilitateurs, en fait, au niveau des liens, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. On parle du SUS, nous aussi, ça a super bien été, là, SUS en public, mais aussi à dire, être proche des élus, être capable de leur expliquer c'est quoi nos besoins et nos enjeux. Il faut vraiment qu'ils soient partie prenante du projet parce qu'eux aussi, là, ça pourrait être un frein s'ils ne sont pas au fait de ce qui se passe au niveau de leur municipalité. C'est important de les mettre dans la boucle. Sinon, un des facilitateurs que je trouve important de faire ressortir, c'est toute l'aide qu'on se donne entre nous. Nos associations, la QCD, la CRUC, le ROCUTR, si on n'avait pas ces lieux de partage-là, c'est des gens, on n'aurait pas eu l'occasion de se connaître en fait, et de partager tout ce qu'on fait dans nos régions, puis de voir qu'est-ce qui peut répondre à des besoins qu'on peut transposer dans nos réalités. Fait qu'une des choses qui était faite, c'est d'aller visiter ces organismes-là. On s'est déplacé, on est allé voir Cactus, on est allé voir le GRIP, on est allé voir qu'est-ce qui était offert. Et eux ont été accueillants, ont été capables de nous fournir même le document, voir qu'est-ce qui pour eux a été un frein ou ça bloquait dans leur réalité. Ça, je vous encourage à le faire. Si quelqu'un a l'idée d'ouvrir des services innovants qui existent déjà dans les autres régions, prenez le temps d'appeler, d'aller consulter et d'aller visiter sur place les personnes pour voir les bons coups. Qu'est-ce qui a bien fonctionné, puis qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. C'est super important, ça vous fait sauver du temps à tout le monde. Merci. Cinquième question. Que conseillez-vous aux personnes qui désirent mettre en place des services comme les vôtres? Donc, Magali, qui commence toujours. Avec une citation. Mais cette fois-ci, oui, je me permets de citer une réplique d'une série télévisée sérieuse et crédible, démontrant à chaque jour de l'innovation dans le système de santé. Je parle ici de STAT. Je viens de perdre toute ma crédibilité. Alors, il y a quelqu'un qui dit: je vais accepter d'être pris pour un fou jusqu'à qu'on nous dise qu'on avait raison. C'est une bonne réplique. J'ai gagné à Paris d'avoir réussi à citer ça. Mais au-delà de ça, pourquoi j'avais pensé à ça, c'est parce que je vous parlais tantôt du manque de confiance à quelque part du réseau et de l'institution qui nous encadre. Quand le GRIP a eu l'idée de ce mobile-là, donc d'une machine scientifique qui fait de l'analyse et qui se promène sur les routes, parfois boiteuses de certains fonds de bois où se passent des festivals. On nous a dit non, ne faites pas ça, ces machines-là ne se déplacent pas, vous allez foutre en l'air 50 000 $, vous allez les jeter par les fenêtres. Puis, comme on est un peu têtu et qu'on y croyait vraiment, on a décidé de le faire pareil. Et la belle ingéniosité communautaire a fait qu'on a trouvé des moyens de faire en sorte de ne pas briser cette machine et de se promener tout du long où est-ce qu'on le souhaite. J'ai appris la semaine passée qu'il y a un groupe en Abitibi qui est venu visiter le tapis qui donc souhaiterait, du fait de leur contexte géographique, etc., avoir un mobile qui se promène. Ils en ont parlé à leur santé publique et à leur bailleur de fonds. Et ils se sont fait répondre non, ça ne se promène pas ces machines-là. C'est 50 000 $ jetés par les fenêtres. J'étais, je peux entendre à quelque part que nous autres, on nous est pris peut-être pour des fous à ce moment-là, mais ça me révolte en fait complètement que 2 ans plus tard, ces gens-là savent qu'on existe à un moment donné. On en parle, on est visible, on n'est pas 12 000 à le faire non plus. On a prouvé qu'on était capable finalement de dépasser certaines barrières, etc. Et j'entends que notre groupe, je vais dire la même affaire, c'est que mon conseil, parce que c'est la question conseil, hein, c'est ça. Mon conseil, c'est de ne pas forcément finalement écouter les disants. N'écoutez pas la santé publique. C'est un très bon point. Merci, Magali. François-Xavier. Pour nous, en fait, le conseil qu'on pourrait donner à d'autres organisations qui voudraient démarrer des projets innovants, ça serait vraiment d'oser demander. Donc, je parle
d'attendre le bon timing, quelques reprises depuis les dernières questions. Parfois, cette rencontre-là, il faut un peu la forcer, il faut un petit peu la créer. Puis souvent, c'est ça, dans une relation de confiance mutuelle avec nos APPR, avec la santé publique, il y a des financements qui vont descendre, mais il y a une volonté un peu de sortir des carcans déjà établis, des financements par projet, avec des critères souvent très serrés, mais dans une relation de confiance mutuelle comme ça, des fois, si on ose faire la demande, si on ose placer, présenter un service qu'on a en tête ou qu'on mijote depuis un certain temps, ben, on a parfois des très, très belles surprises qui sont acceptées. Un exemple concret que je peux peut-être partager ici, ça serait la mise en place d'un service d'unité mobile d'intervention dans notre région, qui est un projet qu'on réfléchit depuis plusieurs années, qu'on a constaté le besoin en discutant avec les personnes qu'on rejoint. Il fallait attendre un peu le bon timing, le bon moment pour être capable de financer ce projet-là, mais il n'y en avait juste pas des financements en fait, spécifiques où est-ce qu'on était capable de remplir les critères pour financer une unité comme ça. Puis la pandémie aura amené ça quand même de positif. C'est qu'on était capable de... on a présenté en fait cette demande-là dans un budget spécial de COVID, malgré le fait que le projet ne répondait peut-être pas exactement aux critères. Et on a eu la belle surprise de voir que le projet a été financé et a été accepté. C'est quelque chose qui a reçu l'endossement de la part de la santé publique, puis c'est quelque chose qui est vu de manière très positive autant par la population que par nos bailleurs de fonds maintenant. Donc vraiment, ça serait de oser présenter les demandes, oser présenter vos rêves les plus fous. Et on a des belles surprises des fois. Merci. Jannick? En fait, c'est de ne pas oublier qu'on est le porte-voix de nos personnes qu'on descend. On le fait pour eux autres. Fait que c'est nous, ce n'est pas les gens qui s'expriment et qui nomment au effort leurs besoins. C'est nous qui sommes là pour ça. Ça, c'est la première chose. Puis en effet, si on croit à quelque chose, ben, il faut penser. Moi aussi, je suis dans le même message. Moi, c'est bien plus en ma sphère personnelle que j'ai pas mis en question dans tu penses qu'un SPS, ça va être utile au Saguenay? Oui. C'est pas les intervenants qui ont mis en question, c'est monsieur, madame, tout le monde, un peu partout, qui disait ben oui, peut-être, c'est une bonne chose, ils sont pas contre. Mais est-ce que ça va valoir la peine? Oui, ça vaut la peine. Ça fait que c'est de continuer de foncer dans tous les services. En fait, à la minute qu'on remarque que les besoins sont là, ben, c'est de continuer de foncer malgré les barrières et malgré tout le reste. Quand on y croit, qu'on a une équipe qui y croit, un conseil d'administration qui y croit, on a ce qu'il faut pour avancer là-dedans. Moi, plusieurs conseils, mais le premier d'abord, c'est de rester réaliste et pragmatique. C'est une des propriétés de la réduction des méfaits, ce pragmatisme-là, mais dans le développement, c'est très, très important. Tu sais, parfois, on passe par des étapes qui sont nécessaires, qui sont loin d'être idéales, qui parfois même pourraient dénaturer un peu ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et l'idée là-dedans, c'est de choisir les compromis qu'on fait. Les compromis, on est obligé d'en faire. On est dans un monde de réalité, on n'est pas dans l'utopie totale. Mais le jeu là-dedans, c'est de choisir quels compromis on fait et pourquoi est-ce qu'on les fait pour arriver à garder toujours, de viser l'objectif qu'on avait au départ. Il faut le savoir qu'il y aura des compromis. On ne va pas s'arrêter dans le développement parce qu'il y a des compromis à faire. Il faut passer au travers, mais il faut choisir ces compromis-là. Et parfois, ces compromis-là ont l'air de nous être imposés. Et c'est là que notre nature un peu délinquante, là, elle nous sert. Parce qu'on est capable de prendre le pas de recul face à ce compromis imposé là pour trouver un peu la voie de passage, la route secondaire qui nous permet de naviguer, justement de choisir ces compromis-là. Ensuite, innover, c'est long. C'est long, mais le rythme peut changer très vite. Et donc, à la fois, être un peu cynique face à cette longueur-là, pas que cette longueur-là des développements nous pèse, pour rester alerte au moment où on a la capacité d'appuyer sur l'accélérateur et de saisir les occasions. Les occasions se présentent, mais si on est trop passif, on va les échapper. Donc, les occasions se présentent tout le temps. L'idée, ça va être d'être capable de les capter, de les saisir. Et ça, pour, mettons, un directeur, un gestionnaire, etc., ça va nous demander d'être capable de développer beaucoup de projets à la fois dans notre tête, avec des temporalités qui sont longues, et de saisir ces opportunités-là qui se présentent, qui nous permettent de débloquer tel projet, qui va peut-être aller plus vite que ce qu'on avait prévu par rapport à un autre projet, mais au moins on l'a, ce développement-là, et même pour le moral de nos équipes, de nos organisations, on se maintient dans une dynamique où on avance et on n'est pas en train de piétiner.
ça a été très lourd pour nous. Les salles d'injection supervisées, pour nous, ça a été une horreur, quoi. On était perpétuellement dans l'attente, perpétuellement dans le refus, perpétuellement dans le blocage. Et heureusement qu'au travers de ces 12 années-là, on a été capable de développer d'autres choses. Parce qu'autrement, on n'aurait jamais tenu ce bout-là pour arriver jusqu'au bout. Puis, vu notre milieu aussi, il faut faire preuve de tolérance. Je le disais au début, beaucoup des innovations dans notre milieu viennent du milieu illégal, de l'illégalité, de pratiques qui sont un peu tout croches, qui sont développées un peu n'importe comment, mais au final, ça fonctionne et ça répond à l'objectif des gens qui les utilisent. Et ça, il faut l'accepter. Oui, on peut avoir très bien une posture très professionnelle, très rigide, très dogmatique sur comment on est censé travailler au niveau éthique, etc. Mais il faut aussi accepter que dans nos communautés, il y a des gens qui vont s'adapter à leur contexte actuel et ils vont trouver des solutions et ils vont les mettre en place. Et nous, notre rôle, c'est des gens de nos communautés. Donc, c'est quand même de maintenir ce rôle de soutien, d'accompagnement. Pour nous aussi, dans les salles de consommation, des gens qui mettaient en place des pioles où ils ne vendaient pas de dope, ils faisaient juste ça pour que leur chum ne meure pas, ça existait. Et bien nous, notre boulot là-dedans, c'était de les soutenir dans ce travail-là. Oui, ça me fait tout croche. Oui, on ne le ferait pas comme ça dans notre organisation. Mais c'est ça qui va nous permettre de développer de l'expertise et de se poser les bonnes questions qui vont nous servir quand on va faire la version officielle du service, plus selon nos normes et nos pratiques. Dernier, il ne faut pas voir le développement comme une compétition. Souvent, on va entendre c'est un sprint, c'est un marathon. Non, on n'est pas… Justement, la chance qu'on a dans le communautaire, c'est qu'on échappe au secteur marchand, capitaliste, etc. On n'a pas entré dans ces logiques-là. Nous, on est dans une logique où on développe de la valeur sociale, dans un milieu où on prône l'entraide et la solidarité. Et ça, il faut le garder même dans des principes de développement. Quand je prends l'exemple de l'analyse de substances, on n'aurait jamais été capable de développer ce service-là sans nos partenaires du Chicago Recovery Alliance, de la gang de Boston et de nos partenaires en Colombie-Britannique ou à Toronto. Jamais. Parce qu'ils faisaient au quotidien, tous les jours, et ils nous ont nourris, ils nous ont aidés, ils nous ont apporté des conseils, ils nous ont fourni tous leurs documents, ils nous ont formés. Et ensuite, nous, en retour, on partage tout aussi. Et on pense même notre développement très rapidement en offrant des formations à l'externe, etc. Parce que, comme le disent les Anglais, what goes around comes around. Ce dont on a bénéficié, c'est un peu de notre responsabilité de le redonner pour permettre que notre milieu communautaire se développe de façon harmonieuse et qu'on garde nos valeurs d'entraide et de solidarité, même dans nos relations inter-organisations. Mario? Si ce n'est pas le petit car, moi, je dirais déménager en Outaouais ou on oui, c'est une espèce de joke des tutelles, ça existe. Non, mais tu sais, j'entends beaucoup que les gens connaissent un peu l'histoire de Pôle emploi avec les services de consommation. Mais en même temps, moi, c'est sûr que je dirais aux gens d'être tenaces, mais en même temps, avec une certaine limite de reconnaître l'impact sur ton organisation, de mener certains combos aussi. Pour notre organisation, c'était probablement fort dommageable, mais en même temps correct aussi dans le respect des valeurs de ce qu'on était comme organisation. Dans nos rapports avec l'État, qui parfois pour nous sont différents que d'autres organisations comme on se place. Mais je dirais peut-être pour le développement des projets par les pairs qui datent de 2007, pour nous, où on s'est assisté des équipes de recherche, ça va faire bien aux chercheurs qui en parlent, mais où on a réfléchi à ces modèles-là et essayer d'objectiver un peu notre démarche. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des projets par rapport à travailler du sexe à Québec, puis projets d'implication qui datent de fort longtemps, qui maintenant est une pratique reconnue un peu partout, mais où on a eu besoin, grâce à ça, d'avoir une certaine crédibilité auprès des bailleurs de fonds, on a senti qu'à ce moment-là, de pouvoir continuer à soutenir financièrement ce projet. Donc, des fois, de soutenir avec une équipe de recherche pour être capable de documenter ta démarche peut aider au développement. Je ne parlerai pas des services de consommation. Merci, Mario. Yves? Oui, bien, pendant tout a été dit, si j'avais des conseils à donner à des directions d'organismes communautaires, c'est sûr que bien entouré, conseil d'administration, équipe de travail, personnes qui vivent la situation, et d'être à l'écoute de ces derniers, hein, pour moi c'est important, ces derniers, mais aussi toute la communauté. C'est juste à l'écoute en tunnel, tu oublies des choses, donc c'est vraiment prendre du recul. C'est de continuer la communication avec les partenaires, même si
on n'est pas d'accord. Hein? On a le droit de tenir notre bout, mais il faut être capable d'avoir la communication. Si ça se ferme complètement, je ne suis pas sûr qu'on va être capable d'innover nécessairement plus facilement. Puis l'autre chose, ça a été dit par tout le monde, persévérance, plus. Là. Quand tu innoves, là, on a dit patience, là, moi je pense que c'est persévérance qui est le mot. Merci. Ce qui nous emmène à notre dernière, c'est pas une question, c'est plus, je vais y aller tout de suite avec justement l'affirmation, plus le souhait, en fait, on aimerait ça finir sur qu'est-ce qu'on souhaite pour l'avenir au niveau de la réduction des méfaits, au niveau de l'innovation. Donc, chaque personne ici là, va pouvoir prendre la parole, commençant encore une fois par Magali. Je pensais que j'étais dernière sur la liste. D'accord. Alors, cette fois-ci, je citerai une entreprise crédible et sérieuse. Il s'agit d'Apple. Apple, il dit on crée le futur. Pas beaucoup de modestie. Mais il crée le futur. À quelque part, ça m'a parlé. J'ai vu ça en venant dans le métro, juste avant de venir. Avec le nouvel iPhone qui vient de sortir, j'étais comme c'est vrai, mais nous aussi, à quelque part, à travers le réseau communautaire, à travers toutes nos innovations, on crée le futur aussi des services de demain. Et je me suis posé cette question-là, donc, dans le métro, qu'est-ce qui différencie finalement un projet innovant communautaire d'un iPhone? À chacun cette question dans le métro. Puis, la réponse est assez simple, mais et a été un peu introduite par Jean-François, mais c'est l'idée de dire que le iPhone 14 vient de rendre complètement obsolète tout ce qui s'est fait avant, dont mon iPhone 11 qui a l'air vieux et dégueulasse désormais. Puis, moi, mon souhait, et puis c'est ça, qu'est-ce qui nous différencie, c'est que logiquement, un service innovant dans le communautaire ne devrait pas rendre obsolète un service traditionnel, un service qui date de 1989. Et un de mes souhaits, c'est que j'aimerais ne plus entendre, particulièrement de mes confrères et consoeurs du communautaire, bien honnêtement, mais ça n'est pas leur faute et je reviendrai là-dessus, mais j'entends depuis 2 ans déjà qu'on a parti ce service-là. C'est bien beau financer on parle souvent de ça dans le communautaire. C'est bien beau financer la nouveauté, mais la conséquence, c'est qu'on ne consolide pas les services existants. Mon confrère, quand il dit ça à répétition, là, à quelque part, il a raison. C'est excessivement énervant de voir un grille recevoir une subvention puis que lui, il vient de se faire couper son service qu'il a roué depuis 20 ans. Je comprends d'avoir cette réaction-là. Mon souhait, c'est de ne plus l'entendre parce que je trouve ça gossant. Ça m'énerve pour nous mettre en concurrence. On n'est pas en concurrence entre traditionnel et innovation. On ne fabrique pas des iPhones, nous autres. Et je pense que ça va être abordé par les collègues par la suite, mais je pense qu'une des solutions pour éviter et pour que ce souhait se réalise finalement, c'est que si on est pour financer des projets innovants, agrandissons l'enveloppe financière. Ou séparons-les, ça je laisserai les collègues, je pense. Merci, François-Xavier. Pour nous, en fait, c'est vraiment le souhait qu'on aurait, ça serait l'équité des services, en fait, peu importe les régions. De notre côté, si on pense, par exemple, à l'accès au matériel de consommation sécuritaire, on a un accès qui reste quand même, qui a changé très rapidement, qui a évolué beaucoup dans les dernières années, mais pendant de longues années, il a fallu en fait que, dans notre cas précis, en tout cas, on soit vraiment, je ne dirais pas le moteur de changement parce que ça manquerait d'humilité, mais il a fallu vraiment qu'on mette la main à la pâte et qu'on fasse vraiment beaucoup d'efforts pour aller chercher à l'extérieur, dans d'autres régions, le matériel qui était disponible pour le rendre disponible dans notre communauté, documenter les besoins, puis montrer que c'était quelque chose qui était un besoin actuel, même en région, même en Mauricie, qui a permis, tu sais, on a reçu aussi une belle oreille, ça a permis des changements. Maintenant, on a accès à un plus grand éventail de matériel, mais qui reste quand même pas le même que dans les centres urbains. Même si, par exemple, les substances vont être pas toutes les mêmes, mais relativement les mêmes. Il y a une migration, il y a un déplacement. On va retrouver les mêmes types de consommation dans notre région qu'on va retrouver ailleurs. On peut parler aussi de l'accès au traitement pendant longtemps.
il fallait qu'on se déplace dans les centres urbains, en fait, pour le traitement du VHC, par exemple, qui était plus difficile d'accès en région. C'est sûr que là, je remonte un peu loin en arrière. Présentement, les choses ont changé. Mais si on aurait vraiment un souhait pour l'avenir, ça serait quand même de rappeler que c'est important qu'il y ait de l'équité à l'intérieur des régions pour l'accès aux services. Puis que même si on n'est pas un grand centre urbain, dans le fond, les besoins sont là. Merci. Jannick? Moi, c'est que l'administratif soit moins long et libre. J'aurais pu faire contribuer l'état des demandes, mais c'était trop lourd. Mais sans blague, c'est vrai, on nous demande souvent que tout soit prévu avant même qu'on débute. On nous demande souvent que le financement soit rattaché avant même que ça existe. Je trouve ça lourd et long. Présentement, oui, on a eu un SPS ouvert par rapport à un permis de dérogation provinciale. Là, j'ai déposé les permis au fédéral pour que ça reste. On devienne un site de consommation supervisée. Les documents sont déposés depuis le mois de mai. On est rendu en novembre la semaine prochaine. Et les gens n'ont pas de réponse. Fait que, quand je vous dis long et lourd, ben, c'est ça, c'est aussi démotivant. On mobilise une équipe, on mobilise les gens. Ben, quand il y a des délais d'attente comme ceux-là, on devient un peu en questionnement de se demander, bon, ben, quand est-ce qu'on va le savoir, on le sait. C'est mon choix. Merci. Mario? On vient de par exemple que nos membres de la communauté arrêtent de mourir, arrêtent d'être malades. C'est important. Je pense que ça fait partie de cheminement d'impatience. Ça force nos équipes. Des idées à répétition, donc je pense que le souhait qu'on reste, qu'on décriminalise une fois pour tout, qui empêcherait qu'on soit dans des relations, pour ma part, je vais le dire comme ça, dans des relations attendant confrontantes avec l'État ou dans des démarches qui finissent plus alors qu'on pourrait facilement dire aux gens, je ne vais pas là, puis il n'y a vraiment pas de problème. La place, c'est très grave à faire. Mais mon souhait, c'est que la gang qu'on voit là, que pour moi, à Noël, nos intervenants ne tombent pas tous un à de l'autre. Les directions continuent d'être brillantes. Puis je sais que une grande personne qui faut que ça fasse, il faut changer. On ne sait pas faire. Merci Mario. Jean-François? Mais justement, je rentre là où s'en allait Magali, c'est que c'est sûr que nos souhaits pour l'avenir, pour être capable d'innover ou continuer, en tout cas cette innovation-là, ça passe fondamentalement par un soutien de pouvoir public à cette innovation-là, dans nos domaines. Donc, le fait de disposer de programmes qui sont dédiés à des projets pilotes, découlant sur un soutien financier récurrent pour qu'on ne reste pas avec des programmes qui sont financés de façon ponctuelle pendant des décennies. Des programmes, ce n'est pas normal qu'une région comme le Québec, qui en plus, dans les années 90, qui se targuait d'être les précurseurs de l'innovation en VIH, en santé communautaire, etc. Et qu'est-ce qu'en ont fait nos pouvoirs publics? Ils nous maintiennent en survie depuis 30 ans. Donc, c'est sûr que oui, on a besoin de soutien financier pour l'innovation, mais ça va de pair aussi vers un passage entre à partir de quel moment on arrête d'être ponctuel et à quel moment on devient permanent. Donc oui, soutenir l'innovation, mais ça va de pair avec soutenir le bout de la ligne aussi de ce qui est devenu un programme et qui va être là pour durer, parce que ce n'est pas vrai que dans 15 ans, on arrêtera, les gens ne vont jamais arrêter de s'injecter des substances. Depuis que la seringue hypodermique a été inventée, les gens s'injectent des substances, et tant que la seringue hypodermique existe, ils continueront à s'injecter des substances parce que c'est le mode d'administration qui est le plus efficace. Donc, on n'arrêtera pas d'offrir du matériel. Comment ça se fait que les programmes sont financés avec du ponctuel? Et comment est-ce qu'on peut penser qu'on va innover pour faire face aux surdoses maintenant, mais peut-être à autre chose dans quelques années, quand on est en survie même pour la base? Donc, mon souhait, c'est un peu que nos pouvoirs publics aient cette réflexion-là de ce que ça cause de maintenir en survie permanente des programmes permanents. Yves? Oui, ça peut être différent que tout ça, de dire, ouais, on est toutes des directions, mais moi, mon souhait, c'est que les personnes qui vivent des situations problématiques soient au centre de notre préoccupation.
que ça ne soit pas les plans d'action intergouvernementales, la protection de la prochaine élection pour gagner son vote, etc. Là, pour moi, il faut que les personnes soient là. Moi, je suis ici aujourd'hui, mais je sais qu'hier, il y avait une intervenante qui était avec un père aidant qui présentait dans un autre atelier. Puis moi, il faut mettre ça de l'avant. Il faut absolument que ça soit au centre. On dit ça, le gouvernement dit ça, les services publics le disent, mais ce n'est pas vrai. T'sais, si vous avez tenté d'appeler la radio de Saint-Cyr, vous avez tenté de faire une chose d'affaires, vous pouvez oublier ça. Il faut que ça soit réel. Il faut que les actions suivent ce qu'on dit. Donc, pour moi, il est clair que il faut absolument, on l'a dit, assouplir les règles, le fonctionnement administratif afin qu'on puisse agir rapidement et selon les besoins et la réalité de ce qui est vécu sur le terrain dans notre communauté. C'est le souhait que c'est aujourd'hui. Merci, Yann. Ce qui reste, en fait, comme question, parce qu'on s'est posé comme question aussi à travers toutes les rencontres qu'on a faites pour monter la table ronde, c'est vraiment cette question-là, c'est comment se fait-il que les groupes qui innovent et qui ont déjà prouvé leur expertise, la confiance et l'autonomie, et qui est toujours à gagner au niveau du provincial, alors que nous constatons qu'il y a les mêmes réticences et interactions au niveau, on ne les constate pas au niveau fédéral. Donc, on voulait sur cette question-là qu'on ne répondra pas, mais on trouvait ça quand même très intéressant de rester ça comme question ouverte. Petit moment de notre table ronde qui est un petit peu plus touchant, qui est vraiment important pour nous. Je vais laisser la parole à Jean-François et ensuite, ça va être la période de questions. C'est juste, il y a quelques semaines, en fait, on en parlait au début, là, Alexandra Desfouit nous a quittés. Elle était pour nous plusieurs, une amie, une camarade activiste en réduction des méfaits au sein des groupes d'usagers de drogue, notamment CAPUD, l'ADIC pour le Québec, et aussi une collègue pour plusieurs. Et en fait, on veut vous inviter à faire une minute de silence, non seulement pour Alex, mais je pense qu'elle aurait apprécié qu'on fasse cette minute de silence-là pour l'ensemble des personnes qui sont mortes des commissions et de la prohibition des drogues au Canada. Parce que même si elle n'est pas morte de surdose, sa mort est clairement reliée au traitement qu'on donne et que notre société fait des personnes qui consomment des drogues et qui pratiquent le travail du sexe au Québec et au Canada en général. Merci beaucoup pour cette minute de silence. Merci, Jean-François. Juste un petit mot pour ceux qui connaissaient Alex de près ou de loin, qui aimeraient souligner un peu son départ. Il y a deux choses qui sont organisées en ce moment. Surveillez les réseaux sociaux là, des groupes habituels. Il y a quelque chose en personne le 9 novembre, puis quelque chose d'un peu plus virtuel le 5 en personne. le 5 en personne et le 9 en virtuel. Excusez-moi, je peux me mélanger. C'est décidé dans les derniers jours. Donc, vous allez voir, ça va circuler dans les réseaux sociaux via les organismes. Les flyers aussi. Oh, frais flyer. Moi, j'ai les flyers. Si jamais vous voulez, vous juste en chercher une copie. Merci beaucoup. Donc, sur ça, on va passer quand même à la période de questions. Merci pour le grand respect. Je suis pas sûre qu'Alexandra aurait été contente elle voir ça. Là. Donc, ça nous touche. Il y avait une question en ligne, je vais vous lancer, puis les participants panélistes, soyez à l'aise de répondre à bon vouloir. Il y a quelqu'un qui demande comment faire pour améliorer la situation formation, accessibilité, intégrer les intervenants dans nos urgences, parce que la personne a dit qu'elle travaille dans un milieu hospitalier et les clients demandent d'avoir accès aux professionnels dans les hôpitaux sans avoir à se buter à toute rigidité de ces milieux. Il semble avoir un manque de partenariat entre ces deux milieux. Comment faire pour améliorer la situation?
Je lance ça, allez-y. Mais, ouais, je vais la remettre. En fait, elle est ici, 11h18, si vous voulez relire. Je sais que j'ai parlé vite. Donc, c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu hospitalier. Les clients demandent d'avoir accès aux professionnels dans les hôpitaux sans avoir à s'ajouter à toute la rigidité de ce milieu. Il semble avoir un manque de partenariat entre ces deux milieux, programme communautaire et institutionnel. Comment faire pour améliorer la situation? Est-ce que c'est des formations, l'accessibilité, intégrer les intervenants? Moi, je vais me lancer. Moi, c'est le deuxième commentaire qui m'intéresse. Voilà. Le client est injurieux, le personnel de santé. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il est injurieux? Qu'est-ce qu'on considère comme l'injure? Comment ça se fait que notre réseau n'est pas capable d'établir des liens d'humain à humain avec les personnes qui viennent les consulter? Sachant qu'en plus, il y a une responsabilité légale d'offrir le service. Comment ça se fait que ces gens-là, ça fonctionne dans le communautaire, le même humain, va fonctionner dans un organisme communautaire et va être totalement dysfonctionnel dans le réseau de la santé? Moi, je pense que la question, ce n'est pas une question de partenariat, c'est une question de comment ces services-là sont pensés, comment cette posture-là de professionnel est pensée en relation avec les patients. Parce que c'est quand même assez impressionnant, on est face aux mêmes individus, dans des contextes, souvent en plus dans le milieu communautaire, ils arrivent, ils sont au niveau d'intoxication, ils sont beaucoup plus élevés quand ils se présentent à l'hôpital, ils sont déjà stressés d'aller voir le médecin, etc. Comment ça se fait que ces liens-là ne soient pas capables de se faire? On n'est pas des magiciens là, dans le communautaire. Hein. Et moi, je pense que les pouvoirs publics doivent se questionner à ce niveau-là. Quelle est la posture qu'ils adoptent dans leur offre de service? Parce qu'on fait face aux mêmes contraintes, hein, difficultés de personnel, de manque de ressources. C'est exactement les mêmes humains qui se comportent totalement différemment. Alors, est-ce que c'est un enjeu des liens entre les deux milieux? Ou est-ce que c'est un enjeu de faire l'autocritique de son propre milieu? Ce que le communautaire est très bon à faire, on se remet tout le temps en question, constamment. Tout le monde, à tous les niveaux dans un organisme communautaire, c'est la révolution permanente. Mais c'est peut-être pour ça qu'on est capable de s'adapter à ces réalités-là aussi. Petit plus technique, ben, des agents de liaison. Je veux dire, là où il y a des agents de liaison, où le communautaire peut avoir la petite badge du C3, du CIS ou du CIUS, pouvoir rentrer, aller dans la réunion d'équipe, ça fonctionne. Parce qu'il y a de l'accompagnement à travers ça, il y a de l'influence. Hein, quand on dit comment ça fonctionne avec nous autres, mais pas avec l'infirmière au triage, par exemple. Même chose, des parents aidants à l'intérieur des CIS et des CIUS. Ça fonctionne aussi. Ça commence en santé mentale un petit peu, mais ça demeure marginal. T'sais. Mais au niveau de dépendance ou autre trouble de consommation, moi, j'en vois pas ou peu. Avec ça aussi, s'il y avait plus d'ouverture à ça, c'est clair que ça pourrait changer à l'intérieur là, des gros mammouths de plutôt. Dans notre coin, on a une cellule qui existe, nous autres, au niveau de la santé mentale, qui est assez avec la dépendance, assez avec le communautaire. Ça fait que les situations bien spécifiques, là, ça respecte la confidentialité, mais on peut les exposer à cette cellule-là, puis voir qui peut faire quoi, de quelle manière, en fait, on allume nos services pour avoir des meilleurs services, qu'on travaille ensemble. Moi, j'ai le goût de relancer deux choses là-dessus. Hier, on a eu un atelier sur la stigmatisation au niveau du personnel du réseau de la santé. Je ne vais pas plus loin. Mais c'est quand même vrai. Je veux dire, autant que le communautaire des fonds d'emploi, autant qu'on envoie auprès du réseau. Puis je veux dire, nous, avec Travailleurs de rue, on accompagne la clientèle dans les urgences. On n'est pas identifié. Avant de nommer qu'on est travailleurs de rue, on peut entendre et voir de belles choses. Fait que, on a des questions à se poser en tant qu'individu et professionnel dans tous les secteurs qu'on exerce. Fait qu'il y a ce bout-là. Puis la deuxième chose qui, moi, me questionne depuis plusieurs mois, voire années, décennies, la P38. Ça non plus, je ne vais pas plus loin. J'essaie de savoir les 3 mains, puis j'ai vu 3 mains. Est-ce que c'est pour répondre à la question ou c'est une nouvelle question? Non, c'est pour répondre à la allez-y. Michel, infirmière clinicienne, centre de réadaptation de dépendance, Institut de la capitale nationale. Dans les urgences hospitalières, certaines régions ont le privilège d'avoir des infirmiers et des infirmières de liaison qui sont attachés au centre de réadaptation de dépendance ou CIUS. Donc, ça peut répondre à un besoin là, de la clientèle. Puis, c'est aussi des agents de changement, des infirmières de liaison dans les urgences qui sont là pour travailler au niveau de la stigmatisation, au niveau des connaissances, au niveau de la formation,
dans l'accueil, moins stigmatiser les usagers qui se présentent parfois dans les mauvais lieux et qui ont besoin de soins. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions? Oui. Donc, on vous a la question suivie en plein d'urgence. Maintenant, il y a des travailleurs sociaux sur place qui, eux, connaissent la trajectoire de service puis le partenariat qu'il y a entre les organismes. En fait, c'est un manque d'information versus le réseau. C'est que quand tu es dans le réseau aussi, il faut que tu prennes des informations pour diriger ta clientèle dans les programmes. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre intervention? Est-ce que c'est en lien avec la question? OK. J'ai une question. On peut y aller, puis ensuite, on va y aller avec monsieur ici en arrière. Vous pouvez y aller. Louis, oui, voilà. Oui. Je peux faire un petit peu le lien entre les dernières interventions suite à l'intervention de Yves. D'abord, les pères aidants au niveau de santé mentale, ils existent depuis longtemps. À Pinel, entre autres, et à l'Institut de santé mentale de Québec. Alors, cette idée de père aidance, elle démarre. Ce que tu soulèves pour la père aidance en milieu officiel, initius, c'est tout à fait pertinent aussi. Mais il y a déjà des gens qui sont en place. Il y a déjà des postes, des infirmières de liaison, des agents de liaison, des travailleurs de social. Alors peut-être que c'est un manque d'information qu'il faut aller travailler dans ce sens-là pour créer des liens qui sont encore plus significatifs que dans ça. Je profite de cette prise de parole pour vous dire à quel point j'ai apprécié votre tableau. Franchement, ça m'a beaucoup touché parce que ça m'a fait revivre les tout débuts de nos activités au début des années 80. Et tout le chemin parcouru aujourd'hui, c'est la richesse que vous avez partagée avec nous. Je suis particulièrement ému d'entendre les convictions, mais aussi, je ne suis pas triste, mais il faut faire face à la réalité que Jean-François a quand même bien décrite, Magali, que Mario, que Jannick, sur la question du financement. On a un lien féodal, dans le fond, avec le réseau public de la santé, notre bailleur de fonds principal. Mais après plus de 30 ans, même si on a toujours cette idée de survie, année après année avec le financement, on est quand même là. On n'a pas tous les mêmes facilités, on n'a pas tous les mêmes budgets, on n'a pas tous les mêmes réalités. Et force est de constater que ces budgets-là nous sont quand même pas. Dites-vous bien une chose, c'est que dans le réseau public de la santé, les hôpitaux aussi, les CLSC dans le temps, attendaient aussi leur financement. Ils n'ont pas les mêmes réalités que nous. Ils savent très bien que ça va venir. Un CLSC, un CIUS, un CIS, on ne va pas ses portes jusqu'à la prochaine réforme. Nous, c'est différent. Il faut se battre à chaque fois. À chaque fois. Dernier commentaire où on disait, tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Magali ou c'est Yves qui mentionnait, il ne faut pas écouter. J'ai beaucoup entendu ça. J'ai un peu combattu ça au fil des ans. Mais dans le fond, vous avez raison. Mais de ne pas écouter, ça veut dire peut-être insister. Et quand on a des chances à prendre, on veut être rebelle, il faut calculer les risques. On le fait avec les sites d'injection supervisée. On le fait avec les programmes d'analyse de substances. On est allé sur place avant d'avoir les autorisations. On a fait des coups d'éclat. On a calculé le risque. On n'avait pas beaucoup de chance d'avoir de l'opposition policière. On n'avait pas beaucoup de chance d'avoir des amendes parce qu'on savait que le contexte allait nous permettre de faire débloquer des choses. Donc, prenons des risques, mais calculons aussi ces risques-là. Merci. Merci. Madame Sanava, puis ensuite Madame sur le côté. Bien, merci. C'était super intéressant. Dans un petit commentaire dans le sens où j'aime aussi la citation. Lâchez pas. C'est Henry Ford qui n'a pas juste dit des belles affaires ni fait des belles affaires, mais il a quand même dit que si on croit qu'on est capable ou si on pense qu'on n'est pas capable, dans les deux cas, on a probablement raison. Donc, continuez de croire que vous êtes capable parce que c'est le même que ça avance. On a parlé beaucoup aussi des technologies de l'information, dans le sens si les services sociaux, qu'on comprenne les approches utilisées, l'accès aux services, les préjugés, les stigmas qui viennent avec, ça avançait aussi vite que la technologie. Ça, mon Dieu, que ça irait quand même beaucoup mieux. Il y a une affaire aussi que je trouvais très paradoxale avec l'innovation en dépendance.
Pour moi, ça me semble être, parce que j'ai étudié sur le tard, j'ai un savoir plus expérientiel, c'est que quand tu arrives à étudier la théorie, on se rend compte en général, malheureusement, que l'innovation en dépendance, ça veut souvent dire, comment j'ai écrit ça, l'innovation, c'est la tentative incessante de faire valoir des vieilles nouvelles idées face au monde politique et judiciaire. C'est un peu l'impression que j'ai eue. Il y a comme une nouvelle approche que je suis en train d'étudier, qui est la gestion expérientielle. Elle est à peu près aussi vieille que moi, donc je suis contente d'être nouvelle moi aussi. Fait que lâchez pas votre travail, puis je pense qu'il ne faut pas lâcher. On va y arriver. Merci. Merci. J'ai un petit commentaire là-dessus, tu as raison. Hein, les salles de consommation supervisée, les premières, fin des années 70 en Europe. Ça n'a rien de nouveau. Hein. Ce n'est pas vraiment l'innovation. L'analyse de substance, c'est encore plus vieux que ça en Europe. La gestion expérientielle est née, je pense, en 1986. C'est la date de l'avant-dernière Copitanier des Canadiens. Ça fait longtemps. Voilà. C'est l'innovation relative. C'est ça. Je vais seulement mentionner qu'on va prendre la dernière intervention, mais je vous invite, parce que je veux remercier quand même les personnes qui ont contribué aujourd'hui à la table ronde. Mais si vous avez des questions, venez nous voir à la fin, venez nous poser vos questions. Si vous nous croisez, posez-nous vos questions également. Ça va être la dernière intervention, mais on vous invite à venir nous voir. Moi, c'était pour revenir à la question qui avait été posée au départ. Mais je remarque là, c'est vraiment basé sur mon expérience que vous voyez. Là, je suis encore aux études, c'est très limité. Mais je pense que la différence pour une personne qui arrive, mettons, à l'urgence, qui son comportement et tout, comme Jean-François disait, c'est pas des magiciens, non, c'est pas des montages, mais juste l'approche qui est. L'approche, plus souvent, les gens, mettons, à l'urgence, les intervenants, les infirmières au triage, ces choses-là, ils sont plus méfiants, sont moins, de par le manque de formation, le manque d'éducation en lien avec la consommation de substances, ces choses-là, sont plus méfiants. Fait tu sais, ça, tu le sens aussi. Je pense que c'est ça qui manque. Moi, je trouve qu'on est des magiciens, quand même. Pour multiplier l'argent. Un miracle avec Donc, je tiens à remercier premièrement toutes les personnes qui ont participé à la table ronde aujourd'hui. Puis je tiens à les remercier parce qu'ils ont vraiment été. Vous avez été concis, vous avez été dans votre temps. Ça, je suis vraiment contente parce que je ne me sentais pas jugée à la